Bonjour! Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment passer d'un graph-set un petit peu plus complexe, donc un graph-set avec un OU, et comment le convertir en ladder. On va voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, qui sera dans la description, mais avec les petites particularités là, il faudra faire un petit peu attention à cause de la divergence en OU et de la convergence. On parlera aussi des cas d'un graph-set où on pourrait avoir un et, puis les pour et les contre de tout ça. Donc, commençons tout de suite avec les transitions au niveau de notre graph-set en haut. Donc, les transitions. Déjà, on voit que le graph-set est un petit peu plus imposant que le dernier. On se rajoute une étape. On se rajoute quand même quelques conditions, puisque pour chaque étape, on doit avoir une condition à l'avant et une condition ensuite pour pouvoir sortir de l'étape naturellement. Donc, les transitions, on va commencer comme on l'avait fait, donc avec Y0 simplement. Et on regarde toujours les mêmes règles qu'on a vues dans la dernière vidéo. Donc, une transition va être composée de l'étape précédente. Donc, qu'est-ce qui précède Y0? Naturellement, ça va être X0. Et on met là où les conditions. Dans ce cas-ci, on a juste BP1. OK? Ensuite, la deuxième transition qui va être Y1. Y1, elle est précédée de X1 et sa condition est BP2. Donc, on met simplement X1 et puis BP2 qui active Y. Ensuite, on va à Y2 qui est précédé par X0 et sa condition est BP3. Donc, Y2 qui est activé par X0 et BP3. Ensuite, on va avoir Y3 qui est activé par X2 et puis BP4. Donc, X2 et BP4. Et notre dernière transition qui est Y4 qui se trouve ici tout en bas, elle est précédée de X3 et sa condition est BP5. Donc on a X3 et BP5. Donc à date, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. C'est surtout au niveau des étapes qu'on va voir des petits changements. OK? Donc, maintenant, attaquons nos étapes. Donc, nos étapes, on va commencer par notre étape initiale. Donc, X0. On commence toujours par se penser à mettre le bit d'initialisation, donc le init, qui est un contact normalement fermé. OK? Et on pensera à nos actions à venir mettre à la toute fin la dernière ligne de programmation qu'on aura, le fameux init. Okay? On le met tout le temps à la dernière ligne, le init, juste pour être certain qu'on a exécuté toutes les lignes du programme avant d'exécuter ou de fermer notre, en fait d'ouvrir notre contact init qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qui va activer X0? Donc, il nous suffit de remonter à la source. Donc, on fait le chemin contraire. Et ce qui l'active, c'est Y4. Donc, je vais mettre ici mon Y4. Et ensuite, il faut naturellement l'auto-maintenir. Donc, avec lui-même, X0. Et puis, il est désactivé par la transition suivante. Mais là, une des petites
particularité qu'on a, c'est qu'on a deux transitions. On a le Y0 et le Y2 qui le désactive. Donc, je vais simplement mettre les deux en série. Donc, le Y2 et le Y0. OK? Pourquoi que je les mets en série? Parce que si, par exemple, les deux sont en parallèle, OK, je vais juste faire le cas rapidement. X0. Si je mets, par exemple, Y0 en parallèle à Y2. OK? Donc, c'était ça la programmation. Qu'est-ce qui se passe? C'est si, par exemple, j'ai le courant qui passe là-dedans parce que X0 est activé, pardon. Et puis, j'appuie sur le BP1. OK? Ma condition ici vient vraie, donc le courant ne pourra plus passer là, mais il pourra toujours passer par Y2. Comme ceci. OK? Et le contraire est aussi vrai. Si j'active sur BP3, mais là, le courant ne pourra pas passer ici, mais pourra passer par ici et continuer à alimenter X0. OK? Ce qui ne sera pas bon. Tandis que si j'y vais avec cette logique-là, par exemple, si le courant passe ici, j'appuie sur BP3, bien là, ici, je ne pourrai pas passer parce que le Y2 va être actif, le contact va être ouvert et ça va bloquer ici. Okay? La même chose va arriver si j'appuie sur le BP1. Donc, X0, ça passe. Bon, j'ai pas appuyé sur le BP3, Y2, ça passe, c'est correct. Mais là, j'appuie sur BP1, donc Y0 est vrai. Le courant stoppe ici. Et puis, ça désactive ma ligne. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va les mettre en série. Maintenant, on va passer à X1. X1 est activé par quoi? Bon, mais ça va être encore une fois l'étape précédente, donc le Y0, et la transition précédente, excusez-moi, qui est Y0, et la transition suivante qui désactivera, qui est Y1. Donc, elle est activée par Y0, auto-maintenue par lui-même, et désactivée par la transition suivante, qui est dans ce cas-ci Y1. Ensuite, je vais avoir X2. X2 qui est activé par la transition précédente, donc le Y2. Auto-maintenu par lui-même, donc X2. Et désactivé par la transition suivante qui est Y3. OK? Maintenant, X3. On va se retrouver avec une petite particularité sur celui-ci aussi. OK? Si on observe attentivement, avant X3, on a deux possibilités d'activer. Soit on a Y1 ou on a Y3. OK? Maintenant, ce qu'on a à faire simplement, c'est on met les transitions Y1, un petit peu comme on a avec l'étape 0, on a deux possibilités de l'activer qui est soit l'initialisation ou le Y4. Mais ici, je vais avoir soit le Y1 ou le Y3. Et naturellement, il va s'auto-maintenir par lui-même et se désactiver avec la transition suivante qui est Y4. OK? Bon, pourquoi je les mets en parallèle? Parce que si j'ai Y1, je vais passer. Si j'ai Y3, ça va passer. Donc, ça fonctionne. Maintenant, il nous reste à faire nos actions. Donc, les actions. Comme on a vu dans la dernière vidéo, les actions, il n'y aura aucun changement. On va simplement mettre chacune de nos sorties L1, L2. Et maintenant, ici, j'ai un L3 aussi que je vais ajouter.
Et j'ajoute simplement les étapes auxquelles elles s'activent. Donc, par exemple, à X1, j'ai L1, puis c'est le seul endroit que je le retrouve. Bon, L2 s'active simplement à X2. Donc, je mets X2. Et puis, L3 s'active seulement à X3. Donc, je l'ajoute comme ça ici. Okay. Donc, on voit que les règles pour les transitions sont respectées à étape précédente suivie des conditions. Les transitions, les étapes, c'est la même chose. Donc, activées par la ou les transitions précédentes. Okay. Dans ce cas-ci, par exemple, il y en a une seule, et dans ce cas-ci, il y en a deux transitions précédentes qui activent mon étape. Okay. Puis, elle est auto-maintenue par elle-même et désactivée par la ou les transitions, s'il y en a deux, et s'il y en a une transition suivante qui permet de désactiver mon étape. Okay. Maintenant, si on parle du « et », okay, donc je vais aller sur cette couche-ci, le « et ». Donc, à quoi ça va ressembler si j'ai un « et ». Bon, je vais avoir une étape quelconque ici. Je vais avoir une transition. Okay. Et maintenant, on va l'identifier avec deux barres qui me permettraient d'avoir, par exemple, deux étapes ici. Je pourrais avoir une seule étape ici. Et on va fermer tout ça avec une seule transition Y. Okay. Ici, j'ai mes X qui sont mes étapes. Ici, j'ai une seule transition. Okay. Personnellement, je vais toujours essayer d'éviter au maximum de faire des « et » comme ça. Okay. Ça rajoute un petit peu de complexité à la programmation et au débogage, au dépannage en fait, quand on a des « et », parce qu'on se retrouve avec deux étapes qui peuvent être activées en même temps. Okay. En graph7, pour garder ça simple, okay, si on revoit le graph7 qui est ici, on va seulement avoir une seule étape activée à la fois. Donc, dès qu'il y a un problème, je vais pouvoir tout de suite cibler à quelle étape se situe le problème, autour de quelle étape, et diagnostiquer le problème. Okay. Tandis que si j'ai un « et » comme ça, dans ce cas-ci, j'aurais ces deux étapes-là, mais je pourrais aussi en avoir une troisième dans le milieu, une quatrième. On pourrait avoir plusieurs étapes qui s'activent en même temps, qui activeraient différentes sorties à différents moments selon différentes conditions. Okay. Mais souvent, cette programmation-là, on pourrait s'en sortir. Okay. Par exemple, ici, dans le cas du « et », je vais faire un petit peu de ménage. Oups. Ok, bon, encore une fois, j'ai ça. Si par exemple, ici, j'active la lumière 1, puis 5 secondes plus tard, j'active la lumière 2, puis si je vais de ce côté-là, par exemple, j'active la lumière 1 et la lumière 2. Okay. On pourra toujours avoir dans une étape, à la place, bon, comme ça ici, je pourrais avoir une étape, une transition, une étape, et la transition, okay, qui va ressembler, ça, on va regrouper ça ici. Et là-dedans, je pourrais mettre une petite programmation un peu plus avancée, okay, qui pourrait nous sortir du pétrin. Par exemple, ici j'ai x1. On va dire si, par exemple, x1.temps est plus petit ou égal à 5 secondes, je vais activer L1. Si j'ai x1.t plus grand ou égal à 5 secondes, bien, dans ce cas-là, je vais activer L2.
OK? Et ça correspond exactement à cette petite programmation-là. OK? Puis ensuite, bon, ici, j'ai L1 ou L2, mais en fait, ça aurait pu être juste... il aurait fallu que ça soit d'autres lumières là, pour que ça fasse un petit peu plus de sens. Par exemple, ici, ça aurait dû être peut-être L3 qui s'active plutôt que L1, L2. Parce que je vais avoir L1, L2 et L3. Là, tout ce que j'ai à faire ici, si je rajoute L3 qui s'active aussi. Okay. Donc, je me retrouve avec la même chose, mais dans une seule étape. Donc, ça devient clair qu'est-ce qui se passe, qu'on fait juste rajouter cette petite programmation-là à l'intérieur de l'étape. Okay. Je trouve qu'après, c'est un petit peu plus facile à dépanner.